Parce que j'étais chiante, je méritais les coups, quoi, en fait. De prendre des coups, quoi. C'est violent, hein. J'avais peur de porter plainte, en fait. Je vais rester toute la nuit dehors et je vais crever de froid ou je vais saigner, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire encore, mais t'inquiète que c'est toi qui vas perdre ton temps là. C'était un amour au départ très fusionnel, très passionné. Suite à des carences affectives, j'étais très proche de lui. Et c'était quelqu'un avec qui je trouvais une espèce de sécurité au départ. Ça a commencé par des insultes, du rabaissement, des propos quand même très abaissants. Et puis au fur et à mesure, ça a commencé à être physique. C'est-à-dire, je me souviens d'une fois où où il m'a carrément traîné par les cheveux par terre, dehors, devant chez ma mère à l'époque. Je ne sais plus pour quelle raison, mais c'était pour une raison. Enfin, il n'y a pas forcément de raison de toute façon dans les violences. Enfin, il n'y a rien qui mérite ça en tout cas. Il y a plusieurs formes de violence. Il y a tout d'abord les violences verbales. Ce sont des injures, des insultes. Il y a des menaces. Il y a également des violences physiques. Donc là aussi, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas relativiser les violences physiques. Ce sont des gifles, des coups de poing, des griffures, des tirages de cheveux, des bousculades, des empoignades. Ce sont des violences physiques. Il y a des violences psychiques, morales, psychologiques. C'est le fait de se comporter de manière à dénigrer, humilier, rabaisser la victime. Il y a des comportements de harcèlement qui consistent également à porter atteinte par des comportements répétitifs à la santé physique ou psychique du conjoint et de la victime. Il y a aussi des violences économiques et sociales. C'est le fait de priver une personne de ses moyens de paiement, de ses moyens de subsistance, de documents administratifs, de l'isoler, de créer un isolement économique, social, professionnel, familial, personnel aussi. Il y a aussi les violences sexuelles, le fait d'imposer des relations sexuelles à son conjoint. Il y a également ce qu'on appelle les cyberviolences, ce qu'on appelle le revenge porn, le fait de diffuser sur les réseaux sociaux des photographies, des vidéos intimes, de manière à porter atteinte à la santé physique, psychique de sa victime. Alors, comme j'étais enceinte de cette personne-là, au début, en fait, j'étais jeune, donc j'avais le choix d'avorter. Et j'ai beaucoup réfléchi sur ça, et j'ai décidé de la garder, et avec fierté d'ailleurs. Il l'a vachement mal vécu, et ça se faisait pas trop dans sa famille, ce genre de choses. Mais par contre, il aurait préféré que j'avorte. Il m'a déjà sorti des termes très violents à ce propos-là, que je n'ai pas dit à mon enfant, elle n'est pas au courant, elle n'a pas à le savoir. Mais comme quoi, enfin, il en voulait pas et qu'à un moment donné, il m'a carrément dit si tu veux pas avorter, je vais t'éventrer carrément. Ça, c'était au début. Les victimes de violences conjugales ou de violences intrafamiliales sont diverses. On pense en priorité aux femmes qui sont victimes de violences de la part de leurs conjoints, leurs compagnons, mais leurs ex-compagnons et leurs ex-conjoints également. Mais surtout, il ne faut pas oublier les enfants. Les enfants sont aussi victimes de violences conjugales, intrafamiliales, sont des victimes directes
qu'on peut aussi appeler les co-victimes. Quand un enfant assiste à des violences intrafamiliales, conjugales, ce sont aussi des victimes. Il ne faut pas oublier non plus les hommes qui sont également victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, même si on en parle peu, parce que les hommes ne vont pas facilement déposer plainte ou libérer leurs paroles. Mais ils sont néanmoins également victimes dans des proportions qui sont moins importantes que les femmes. Il est déjà arrivé qu'à la moindre petite contrariété, il était agressif. Par exemple, il m'a déjà craché sur le visage, déjà foutu une claque devant ma fille qui avait environ 5-6 ans à cette époque-là, qui, elle, maintenant est plus âgée mais s'en souvient d'ailleurs. C'était très très violent, j'ai pas vu le truc venir, enfin je me suis sentie en fait emprisonnée dans cette relation, dans cette histoire. Les gens me disaient de porter plainte, mais c'est pas... En fait, c'est nous qui avons honte à ce moment-là. C'est la victime qui a honte de subir ça, en fait. De se laisser subir ça, en fait. Et donc, du coup, de porter plainte, c'est vraiment pas évident dans ces moments-là. On se sent un peu piégé, en fait. On sait pas trop... Je sais pas. C'est, je pense, les propres insécurités intérieures qui fait qu'on se sent piégé quand on est épris d'une personne comme ça et quand on est dans ce genre de relation. J'avais peur de porter plainte en fait. Souvent, les victimes ont perdu toute confiance en elles. Et si elles ont perdu une confiance en elles, elles ont perdu confiance dans les autres personnes également. Donc elles ont du mal à libérer leurs paroles et elles ont du mal à établir un lien. Donc établir ce lien de confiance est essentiel et capital. Il faut créer des lieux d'écoute. Il faut manifester de la bienveillance et de l'empathie lorsqu'une personne accepte de libérer sa parole. Il faut l'écouter sans jugement, sans critique, sans insistance. Il faut prêter attention, évidemment, à ce que la personne peut dire, peut verbaliser, mais il faut aussi prêter attention à tout ce qui concerne le langage corporel. Quelqu'un peut manifester une situation de mal-être, pas seulement par le langage, mais également par le langage corporel. Il faut rappeler la place de chacun, il faut expliquer la responsabilité de l'agresseur, il faut expliquer l'existence d'aides financières pour les victimes, il faut valoriser le courage de la victime qui commence à parler. Il faut respecter aussi parfois le choix des victimes qui consiste dans un premier temps à ne pas oser déposer plainte parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ne sont pas prêtes, parce qu'elles sont complètement engluées dans un système d'emprise, de culpabilité, de honte, d'amour encore qu'elles peuvent nourrir à l'égard de leur agresseur, de crainte à l'égard des enfants, parce que les enfants ne sont pas protégés, de crainte de décision d'éloignement des enfants. Donc il faut rassurer les victimes et respecter leur choix dans un premier temps de ne pas forcément parvenir à réaliser une démarche de dépôt de plainte. Bien sûr que je me suis sentie seule. On se sent toujours seul dans ces moments-là. Une solitude intérieure, extérieure aussi d'ailleurs, parce qu'il y a le manque de compréhension à travers l'entourage. Et en général, on n'en parle pas trop. Bien que, même si l'entourage peut être au courant de ça, en général, j'ai l'impression qu'ils se ferment les yeux, qu'ils mettent des œillères, volontairement, inconsciemment ou non d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire à ce niveau-là. Ça arrivait qu'ils forçaient, en fait, c'était comme monsieur voulait, quand il voulait et comment il le voulait aussi. Donc oui, on peut appeler ça du viol conjugal, où en fait il y avait des moments où j'avais pas envie, j'étais fatiguée, et puis que lui insistait un peu, il me disait je rentre pas mon pénis, je pénètre pas, et puis finalement si, et puis il était très fort pour retourner les choses contre moi en fait. Même si c'était lui qui était coupable de certaines choses, ça me retombait dessus. C'était moi qui étais coupable. Je pense que j'ai eu un espèce de déclic intérieur. Je voulais plus être une victime, je voulais plus subir
Je voulais plus subir ce que cet homme me faisait. Je me rendais peut-être compte à ce moment-là que c'était pas sain, que c'était pas normal. Donc je pense que c'est aussi la maturité que j'ai pris en grandissant qui fait que j'ai eu une prise de conscience et je me suis sorti de ça. Quand on se trouve dans le cadre d'une procédure qui est déjà engagée ou lorsque des démarches sont déjà engagées, la victime a franchi un pas. Le pas qui consiste à se rendre au commissariat ou en gendarmerie ou auprès d'associations ou de professionnels. Mais il faut, avant d'aborder ces démarches qui sont engagées, les situations de victimes qui n'osent pas encore parler, qui n'ont pas franchi le pas. Et il faut leur expliquer la nécessité de diffuser une information à un nombre important de personnes, au public, les rassurer et leur permettre de bénéficier d'un espace d'écoute, de bienveillance. Et cette information, elle doit passer par de multiples professionnels qui sont à même de donner des conseils, d'écouter et d'orienter les victimes pour qu'elles soient prises en charge correctement. Donc cette information, elle doit passer par différentes étapes et différents professionnels tels que les établissements scolaires, les établissements d'éducation, les écoles, les collèges, les universités, les milieux médicaux, socio-médicaux, les PMI, les travailleurs sociaux, les associations d'aide aux victimes, les services de protection de l'enfance, les éducateurs, les policiers, les gendarmes, les avocats bien sûr, les magistrats et de manière générale toutes les personnes de la société qui peuvent être à un moment donné confrontées à des victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Comment j'ai pu me reconstruire de cette histoire? C'était il y a environ une dizaine d'années. Je ne suis pas totalement reconstruite. Je pense qu'on garde toujours des séquelles, donc c'est pas évident de se reconstruire après ayant vécu ce genre de choses. Alors, j'ai fini par porter plainte contre lui. Bien que je me doutais qu'il n'y aurait pas forcément de peine pour lui par la suite, mais je me suis dit, je savais qu'il avait un peu peur des autorités, de la police, tout ça. Et du coup, je me suis dit qu'au moins, si ça pouvait au moins l'intimider, en quelque sorte, que ça puisse jouer sur le fait de le calmer dans sa violence impulsive, etc. Je me suis dit que je le ferais quand même, mais je l'ai fait, mais ça n'a pas porté. J'ai jamais eu de nouvelles suite à ma plainte. Ça n'a pas porté ses fruits, quoi. Alors l'agresseur risque bien évidemment des poursuites pénales. Donc il peut être interpellé lorsque les faits sont en train de se produire ou viennent de se produire. Les policiers ou gendarmes interviennent sur les lieux du domicile conjugal, du domicile familial où la scène de violence vient de se dérouler. Dans ce cas-là, les policiers et les gendarmes vont interpeller l'agresseur, vont le placer en garde à vue et l'interroger. La victime sera également entendue dans le cadre de cette procédure et elle déposera plainte. Même si elle ne dépose pas plainte, le procureur de la République va quand même poursuivre parce qu'on sait parfaitement dans quelle situation se trouvent les victimes, dans une situation de vulnérabilité intense et parfois elles sont dans l'incapacité d'accéder et d'accepter de déposer plainte. Si l'agresseur a des antécédents judiciaires, le procureur peut décider, à l'issue de la garde à vue, de renvoyer l'agresseur devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une procédure extrêmement rapide, dite de comparution immédiate. C'est-à-dire qu'à l'issue de la garde à vue, l'agresseur va être jugé. Alors, est-ce que j'ai bien été accueillie par les forces de l'ordre à ce moment-là? Je dirais que oui, pour le coup. Ils ont été assez compréhensifs. Ils m'ont dit que justement, ils rigolaient plus avec ça. C'est ce qu'ils ont dit. C'est qu'il y avait de plus en plus de femmes qui mouraient sous les coups de leurs compagnons et de leur ex, donc les féminicides, dont on parle de plus en plus. Et ils m'ont donné l'impression qu'ils étaient beaucoup plus investis, qui prenaient les choses de manière plus sérieuse, en tout cas. Voilà. Ok. Mais ça n'a rien donné, tu vois. Hein? Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Non, ça n'a rien donné.
Dans les dossiers de violence intrafamiliale, il est essentiel de réunir des preuves. Elles sont constituées par des constats des violences qui sont commises sur les victimes. Tous ces événements et toutes ces preuves peuvent être insérés dans une application qui s'appelle Mémo de vie. C'est une application qu'il suffit de télécharger et au jour le jour, on peut nourrir cette application de faits qui se produisent au domicile. C'est important pour les victimes qui ne sont pas encore prêtes à faire la démarche d'un dépôt de plainte, de libération de la parole. Elles peuvent dans un premier temps inscrire les événements de leur vie dans le cadre de cette application en téléchargeant également des SMS, des photos, des certificats médicaux, toutes les preuves qu'on a pu énoncer dans cette application. Et lorsqu'elles se rendront chez un professionnel, on pourra prendre connaissance de tous ces événements qui serviront à étayer une procédure pénale et une plainte, même si dans un premier temps, elles ne sont pas prêtes à accomplir les démarches qui consistent à aller déposer plainte en gendarmerie ou au commissariat. Et je pense qu'on peut éviter aussi les féminicides qu'il y a tous les jours, tout le temps. Moi, tous les jours, je vois des trucs sur ça, hein. Des réseaux, des articles. Une gamine ou une femme qui s'est fait tuer par son ex-compagnon, son compagnon, quoi. C'est un enfer. Moi, je préfère me battre, même si j'ai plus peur de prendre des coups. C'est ça que j'ai appris. Mais je sais ce que c'est que d'être battu et d'être bloqué dans cette relation de pouvoir, de contrôle. Masculin, machiste, même carrément. Si j'avais un conseil à donner, ce serait écoutez-vous, écoutez votre moi le plus profond, votre force. Vous êtes forte à l'intérieur, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas fragile. C'est pas parce que vous êtes victime d'un homme violent dans l'instant T que vous êtes des personnes faibles et que vous ne pouvez pas vous sortir de ça. Vous pouvez vous sortir. On peut les protéger, on peut les sortir de cet engrenage et de ce système et que ça n'est pas une fatalité et qu'elles ne sont pas responsables de la situation qu'elles vivent. Un truc positif de ce que je ressors de ça, c'est que les hommes que j'ai côtoyés après lui, c'était tout l'inverse de cette personne-là. Donc pour moi, c'est une prise de conscience du fait que j'ai su choisir, sélectionner les hommes à un minimum bien, quoi, non violents. Il ne faut jamais se dire que c'est une fatalité. Oui, c'est l'aspect positif. Je ne suis pas rentrée de nouveau dans cette violence conjugale et j'ai appris à me défendre et cette combativité-là, elle est très, très vitale pour moi. C'est ce qui fait ma force. Il ne faut pas baisser les bras, il faut juste se mobiliser pour continuer à informer, à écouter, à aider, à accompagner et à soutenir. Il y a plusieurs professionnels, plein de professionnels qui existent, qui sont à la disposition des victimes. Il y a plusieurs numéros d'écoute, numéros d'appel, associations, possibilité d'obtenir des consultations gratuites avec des professionnels qui vont recueillir la parole, encore une fois avec bienveillance, avec une écoute particulière, sans jugement, pour guider les victimes dans ces démarches.